Je crains malheureusement de ne pas améliorer vos mots de crâne si jamais vous en avez un désormais, pour vous présenter effectivement l'article 45 de la loi de finances qui transpose en droit interne français les directives ATAD 1 et surtout ATAD 2 européennes qui elles-mêmes suivent les préconisations de l'action 2 de BEPS. La façon dont je vous propose de suivre cette présentation, c'est en trois instants, en trois moments. D'abord, vous présenter les mesures anti-hybrides dans leur ensemble pour vous expliquer un peu la façon dont, à mon sens, il vous reviendra de faire l'analyse de vos situations. Puis ensuite, une revue un peu plus détaillée, même si nous allons survoler, parce qu'on n'a que 20 minutes ensemble, des dispositifs hybrides, des 12 dispositifs hybrides qui sont prévus par les nouveaux textes. Et enfin, je conclurai par, je l'espère, une vision un peu plus concrète des actions à mener dans les prochains jours. S'agissant d'une mesure aussi complexe que la mesure anti-hybride, je pense qu'une bonne façon de l'appréhender, c'est peut-être de la comparer à un dispositif que vous connaissez tous et que cette disposition remplace, qui est la règle de l'imposition minimale, qui, comme vous le savez sans doute, frappe les charges financières, les intérêts, qui sont déduits par une société qui verse ses intérêts à une entité qui est imposée à un taux qui n'est pas suffisant, un impôt qui est de moins de 25% de l'impôt français. Si on compare cet ancien texte qui est abrogé à compter des exercices ouverts au 1er janvier 2020 avec les nouveaux textes anti-hybrides, on relève au moins 7 différences principales. La première, qui est un petit peu technique, c'est que les nouveaux textes sont des textes anti-abus. Ils sont codifiés juste après l'article 205A, qui est le texte anti-abus général que vous connaissez, qui a été récemment introduit. Et ça n'est pas un hasard parce que ça signifie qu'à la différence de la règle de l'imposition minimale, le champ d'application est beaucoup plus large que le précédent texte. Le précédent texte, comme vous le savez, était limité aux intérêts qui étaient versés. Les textes nouveaux s'appliquent aux intérêts, mais pas seulement aux intérêts, à tout paiement, qu'il soit versé ou qu'il soit même reçu ou même réputé reçu. Vous allez le voir. Ensuite, le test est bien plus complexe qu'auparavant. Il ne s'agit pas simplement de comparer un taux, il s'agit en réalité de rechercher une asymétrie fiscale, je vais le détailler un peu plus, et une différence d'appréciation par des législations d'États différents. Autre point, les parties en présence sont une nouvelle définition. On le verra là aussi un peu plus en détail. Auparavant, le texte de l'imposition minimale parlait d'entreprise liée, qui est une notion qu'on a aujourd'hui bien anticipée, bien comprise. Le nouveau texte parle d'entreprise associée, qui est une définition ad hoc, bien plus complexe. La sanction de ces nouveaux textes est aussi un peu plus complète. Il ne s'agit plus seulement de refuser une déduction, mais il s'agit potentiellement parfois d'imposer un paiement en France, alors que ce paiement n'aurait en principe pas été imposable. La charge de la preuve est également un sujet qui va vous préoccuper sans doute. Vous vous souvenez que l'ancien texte de l'imposition minimale prévoyait très clairement qu'il s'agissait pour le débiteur de prouver que le créancier était imposé à un taux minimum. Désormais, les textes sont beaucoup plus flous et très vraisemblablement, une documentation bien plus complète sera nécessaire pour démontrer que vos paiements sont des paiements qui échappent à ces nouveaux dispositifs anti-hybrides. Enfin, dernier point, droit de l'Union européenne, il ne vous a peut-être pas échappé que l'ancien texte de l'imposition minimale faisait l'objet de nombreuses critiques s'agissant de sa compatibilité avec le droit de l'Union. Ces nouveaux textes, par définition, seront très vraisemblablement compatibles puisqu'ils proviennent eux-mêmes de 2 directives européennes. Alors, je l'ai dit, des textes très compliqués à un texte qui est remplacé par 3 nouveaux textes, les articles 205B, 205C et 205D. Et la première question qu'on peut se poser, avant de se faire mal au crâne, c'est de se dire « mais pourquoi une telle complexité ?» D'abord parce que ces textes répondent à un objectif effectivement lui-même très complexe, qui est la lutte contre l'optimisation fiscale et celle qui est la plus difficile à appréhender, qui se base sur des différences d'application de législation. Ensuite, c'est aussi parce que ce texte est issu, donc je l'ai dit, de 2 directives, mais surtout de l'action 2 de BEPS, qui est une action coordonnée, en tout cas qui est censée être coordonnée entre plusieurs États. Et il est donc nécessaire que la législation qui est adoptée par chacun de ces États se réponde. Et donc il est nécessaire de faire un texte complet et avec, vous le verrez, des définitions ad hoc. Alors, je ne vais pas vous faire une lecture évidemment de ces nouveaux textes, mais simplement vous présenter la structure générale des 3 nouveaux textes anti-hybrides, pour que vous compreniez ou que vous puissiez saisir la façon dont vous pouvez retrouver les éléments dont je vais parler tout de suite.
Donc d'abord, le texte le plus important, c'est le 205b, qui est lui-même divisé en 3 grandes sections. La première comporte, et c'est assez étonnant et assez rare, 16 définitions spécifiquement applicables au texte anti-hybride. Le grand 2, ensuite, prévoit 2 exclusions, une exclusion très spécifique pour les institutions financières et une exclusion beaucoup plus générale qui fait référence justement à cette notion d'entreprise associée qui remplace la notion d'entreprise liée. Le grand 3 est une section que j'appelle fourre-tout, où on a un peu mis tout et n'importe quoi. On a mis à la fois les mesures correctives qui sont censées frapper les dispositifs hybrides, et puis on a également mis, c'est assez étonnant, même si ça dérive de la directive, mais enfin, c'est quand même assez étonnant en droit français, 3 dispositifs hybrides spécifiques. Enfin, les articles 205C et 205D ferment la marche, ils sont beaucoup plus courts et prévoient chacun d'entre eux un dispositif hybride spécifique. Alors, de ces textes extrêmement complexes, je le considère assez mal structurés, essayons d'avoir une vision analytique et comment est-ce qu'on pourrait diviser cette analyse. Je propose en tout cas, moi, de le diviser en 4 niveaux. Tout d'abord, en essayant de comprendre si vous êtes dans une situation d'asymétrie. Qu'est-ce que c'est qu'une asymétrie? Qu'est-ce que ces textes sont censés frapper? Eh bien, c'est 2 situations, principalement. Soit une déduction d'un côté et une non-inclusion de l'autre, soit une double déduction. Ces concepts sont relativement simples. Ils sont ensuite définis par les 16 définitions dont je vous parlais. Et il y a une notion qui est, à mon avis, très importante, c'est la notion d'inclusion. Cette notion est a priori assez basique. Il s'agit simplement de déterminer si un revenu est pris en compte dans le résultat imposable d'une société. Cette notion est un peu plus complexe s'agissant d'instruments financiers. Il y a une définition très spécifique qui préconise, qui vous requiert de regarder si vous bénéficiez d'une réduction de taux, simplement même d'une réduction de crédit d'impôt ou d'un remboursement d'impôt. Et ça, c'est très important, en raison de la nature du paiement. Le point sur lequel il est important de se fixer, ce n'est pas la nature de l'entité, ce n'est pas de savoir si l'entité juridique est exonérée ou taxable, c'est de savoir si le paiement en lui-même bénéficie d'une exonération. C'est fondamental. Ensuite, le deuxième point, s'agissant de l'inclusion, c'est qu'on regarde cette situation, non pas à un instant T, mais, et là, le droit français a été un peu plus dur que la directive, dans les 24 mois qui suivent l'exercice de déduction de la charge pour le débiteur. Une deuxième notion qui sera importante aussi, et qui fait écho à ce que je vous disais en introduction sur le champ d'application des textes, la définition de paiement. L'ancien texte de l'imposition minimale s'adressait uniquement aux intérêts. Le nouveau texte s'adresse à tous les paiements, donc intérêts, redevances, n'importe quel paiement est susceptible de tomber sous le coup de ces nouvelles dispositions anti-hybrides. Le deuxième point qu'il convient d'analyser, c'est quel est l'instrument qui crée l'asymétrie. Il y a 3 types d'instruments principaux qui peuvent créer une asymétrie, soit un instrument financier. Un instrument financier, qu'est-ce que c'est? C'est un instrument qui génère un rendement, ça peut être un titre de capital, ça peut être des actions, ça peut être un titre de dette, ça peut être des obligations, ça peut être un emprunt. Deuxième type d'instrument, c'est une entité hybride. Alors qu'est-ce qu'une entité hybride? C'est une entité qui est traitée de façon différente par 2 États. Un État va considérer que cette entité est transparente, par exemple, alors que l'autre va considérer qu'elle est opaque. Et puis le troisième type d'instrument qui peut générer une asymétrie, c'est un établissement stable défini soit selon les références du droit interne, soit selon les références du droit conventionnel. Une fois que vous avez déterminé l'asymétrie et l'instrument qui a créé cette asymétrie, alors il vous faut déterminer quelle est la divergence qui crée ces asymétries. Là encore, 3 types de divergences sur la base des textes 205A en particulier. La première, c'est une différence de qualification. Donc, par exemple, vous avez un État qui va qualifier un titre de dette alors que l'autre va le qualifier de capital. Vous pouvez avoir une divergence d'attribution. Un État va attribuer un revenu à l'autre État alors que cet autre État va attribuer le revenu à le premier État. Donc, aucun des États ne se considère saisi du revenu en question. Et puis une troisième divergence qui est la prise en compte d'une situation. Un État, par exemple, va considérer qu'une société est un établissement stable dans un État B, alors que cet État B, lui, considérera qu'il n'y a pas d'établissement stable dans son État.
Enfin, dans cette analyse, il convient de regarder si vous êtes dans une situation de transaction entre des parties, je vous l'ai dit, des entreprises associées. Le texte est un peu plus compliqué. Je sais que vous avez déjà un peu mal au crâne, alors je vais vous épargner la définition d'entreprise associée, mais sachez simplement que, par comparaison avec la notion d'entreprise liée que vous connaissiez, qui était relativement simple, cette notion fait appel, elle aussi, à des seuils de détention, 50% en principe, mais que ces seuils de détention peuvent être regardés sur le capital, sur les droits financiers, sur les droits de vote, que ce seuil de détention peut être réduit à 25% dans certains cas, et que ce seuil de détention peut être suppléé par d'autres critères, tels que l'appartenance à un groupe consolidé, ou même la notion d'influence notable, qui réduit les pourcentages à 20%. Donc autant dire que potentiellement, vous pouvez avoir des situations soumises au texte bien plus larges que celles que vous connaissiez auparavant dans le cadre de l'imposition minimale. À l'issue de cette analyse, et une fois que vous avez déterminé la symétrie en question, il convient d'apporter des mesures correctives. Et là, effectivement, c'est là que vous voyez la puissance de ce texte issu de la coopération de l'OCDE, c'est que ce texte prévoit une règle principale et une règle défensive. La règle principale, s'agissant d'une déduction non-inclusion, c'est la non-déduction de la charge lorsque le paiement n'est pas inclus dans le résultat du bénéficiaire. Mais si jamais l'état du débiteur n'applique pas cette règle principale, alors l'état du créancier, lui, pourra appliquer une règle défensive, qui est l'imposition du paiement si la charge a été déduite. S'agissant de la seconde asymétrie, la double déduction, là c'est assez simple aussi et assez basique. La personne qui a déduit le revenu alors qu'elle n'était pas le débiteur juridique est en principe celle qui ne pourra pas déduire, qui devra réintégrer. On l'appelle dans le texte l'investisseur. Et puis la règle défensive, c'est que celui qui a déduit et qui était le débiteur légal ne pourra pas déduire si jamais une autre personne a pu déduire. Vous voyez, cette règle qui est résumée de manière assez basique sur ce tableau est extrêmement puissante puisqu'elle a vocation à empêcher toute personne d'avoir une déduction non-inclusion ou une double déduction en profitant qu'un des États parties n'ait pas transposé dans son droit interne ces nouvelles règles anti-hybrides. Maintenant, comme je vous vois tous bien éveillés, je vous propose de descendre ensemble les 12 cas hybrides, mais très rapidement, je vous rassure, les 12 cas hybrides qui sont prévus par le texte. C'est important, à mon sens, d'avoir en tête que ces cas sont précisément définis par le texte et qu'il n'y en a pas plus que 12. C'est-à-dire qu'il y a 7 cas principaux et 5 cas spécifiques. Je vais m'attarder un peu sur le premier et quelques autres. Je vais passer un peu plus rapidement sur ceux qui, à mon sens, sont les moins importants. S'agissant du premier que vous connaissez sans doute pour l'avoir vu dans le passé, il s'agit d'instruments financiers hybrides. C'est typiquement le cas du Profit Participating Loan que vous avez pu voir à une époque avec, par exemple, le Luxembourg. C'est-à-dire un instrument qui est considéré par la France, dans le cas principal, comme étant une dette, mais considéré par l'État étranger, donc en l'occurrence le Luxembourg, comme un titre de participation exonéré en régime Murphy. Dans ce cas-là, la règle principale veut que la France refuse la déduction de la charge. Et la règle défensive, si jamais l'État étranger qui est le débiteur n'applique pas les règles anti-hybrides, veut que la France refuse l'exonération du régime Murphy. Sur ce même fondement, vous avez 5 autres cas que je vais détailler un peu plus rapidement. Je ne vais pas donc détailler, je vais survoler un peu plus rapidement. Le second cas qui est le paiement à une entité hybride, donc une entité qui d'un côté pour un État est considérée comme opaque, par une autre est considérée comme transparent. Dans ce cas-là, le débiteur qui verse le paiement à cette entité hybride ne peut pas déduire. Ou à l'inverse, si jamais l'actionnaire de l'entité hybride est français, il doit inclure dans son revenu le revenu exonéré au niveau de l'entité hybride. Le troisième cas est le paiement à une entité qui dispose d'un ou de plusieurs établissements. Vous voyez ici, la question, c'est une question d'attribution du paiement. Aucun des États ne considère que le paiement lui est attribué. Donc le paiement n'est ni attribué à l'État étranger mentionné ici, ni attribué à l'établissement stable. Et dans ce cas-là, si la France est débiteur, alors elle refuse la déduction. Si la France est l'État du siège, alors elle impose le revenu.
quatrième cas, celui d'un paiement à un établissement stable, qui est quasiment le pendant du cas numéro 3. Je pense que c'est inutile d'aller dans le détail, mais là, cette fois, l'asymétrie provient d'une non prise en compte de l'établissement. Le cinquième cas, qui est celui d'un paiement fait par une entité hybride, est un cas qui, vraisemblablement, sera relativement rare en France, parce qu'en France, comme vous le savez, on ne connaît pas les sociétés purement transparentes. Donc, ce cas-là sera vraisemblablement peu utilisé. Le sixième cas est le paiement qui est réputé entre un établissement et son siège. Donc, le cas spécifique d'un État étranger qui ne va pas prendre en compte l'existence de l'établissement stable. Dans ce cas-là, la déduction au niveau de l'établissement stable est refusée s'il est français, et le revenu est taxable en France si jamais l'État du siège est la France. Voilà donc les 6 premiers cas généraux. Je termine avec le 7e cas général, qui est celui de la double déduction, qui est le plus simple. Dans ce cas-là, je vous l'avais dit tout à l'heure, dans le cas principal, c'est l'État qui est l'État de l'investisseur, donc la personne qui n'est pas le débiteur légal qui va refuser la déduction, c'est le cas principal. Mais si jamais ce cas principal n'est pas appliqué, alors l'État français refusera la déduction au niveau du débiteur. Donc 7 cas généraux, je vous l'ai dit, 5 cas spécifiques. Et là, je vais m'arrêter un peu plus sur ce cas-là, que j'ai essayé de résumer de la façon la plus simple possible, mais qui vraisemblablement va nous poser le plus de problèmes. C'est celui des hybrides importés. Le terme est un peu barbare, comme les autres d'ailleurs, et ce terme signifie, en clair et pour simplifier, que vous avez un paiement qui est effectué de France vers un État étranger, qu'a priori ce paiement n'est pas un paiement qui génère une asymétrie, ce n'est pas un paiement hybride, mais il compense un autre paiement qui est fait par cet État étranger situé au milieu, qui lui bénéficie d'un régime hybride. Dans ce cas-là, là encore dans un objectif de lutte contre les situations abusives, la France refusera la déduction. C'est important parce que ça veut dire que même dans une situation où objectivement vous n'êtes pas dans un cas d'asymétrie ou un cas abusif pour la situation française, parce que par le truchement d'un artifice, ou en tout cas même simplement d'une situation un peu complexe dans votre groupe, on considère que le paiement qui est fait par la France compense un paiement hybride, alors vous serez soumis aux nouvelles règles. Le second cas est un cas qui est le pendant du cas numéro 4, et qui permet à la France, lorsque la France est l'État du siège d'un établissement stable, d'imposer le revenu le paiement qui, lui, bénéficierait d'un régime hybride. Le troisième cas est un cas vraiment qui, à mon avis, ne vous sera pas applicable, qui est celui du transfert hybride, c'est-à-dire la situation où on transfère un instrument financier pour bénéficier d'une réduction de crédit d'impôt. Là, on est vraiment dans des cas très spécifiques, en principe, des institutions financières qui, à mon avis, ne vous concernent pas ou vous concernent peu. Le quatrième cas est le cas de ce qu'on appelle un hybride inversé. Et là, je l'avais dit, ce cas-là sera très rare en pratique en France, car il suppose que l'entité hybride est une entité située en France et qu'elle est complètement transparente. Or, en France, on n'a pas de concept de transparence fiscale, on a un concept de translucidité fiscale. Il y a quelques cas de transparence fiscale, mais ils sont très rares. Donc ce cas-là, vous ne le verrez sans doute jamais, ou peu. Et enfin, le cinquième et dernier cas, pour que vous puissiez souffler, c'est le cas de la double résidence, qui là aussi est un cas relativement rare sur lequel je ne m'attarderai pas. Mais si vous le souhaitez, vous pourrez effectivement reprendre l'intégralité de ces slides et vous aurez le détail. Je vois que vous êtes quand même pour la plupart encore à me regarder, donc c'est que vous avez suivi. Quels sont, face à ces textes complexes, un peu, même très arides, quelles sont les actions concrètes à mener dans les prochaines semaines? À mon sens, tout d'abord, il s'agira pour vous de cartographier vos flux. Même si vous vous dites, finalement, j'ai aucune situation abusive dans mon groupe, en réalité, je vous l'ai dit avec la notion d'hybride importé, ça peut très bien arriver, même si vous n'avez pas de paiement qui directement bénéficie d'une asymétrie fiscale. L'analyse que vous en ferez ne sera plus une analyse uniquement sur les intérêts. Je
l'ai dit, l'analyse elle est beaucoup plus large. C'est n'importe quel paiement qui sort de France, mais aussi n'importe quel paiement qui entre en France, ou n'importe quel paiement qui est réputé entrer en France. Le deuxième point, ce sera d'identifier les instruments hybrides, et là, l'analyse que je vous ai proposée vous aidera peut-être, puisqu'il s'agira pour vous d'identifier les 3 situations d'instruments, soit un instrument financier, soit une entité hybride, soit un établissement stable. La troisième façon d'analyser vos flux sera de regarder évidemment le traitement fiscal qui leur est appliqué pour savoir s'il y a des situations de divergence, soit de non-déduction au niveau du débiteur, soit de non-inclusion au niveau du bénéficiaire. Et enfin, une fois que vous aurez fait cette analyse, et si jamais vous avez déterminé que certains cas posent problème, alors il vous reviendra de les classer dans l'une des 12 catégories que je vous ai mentionnées, soit les 7 cas généraux, soit les 7 cas spécifiques. Cette cartographie faite, vous pouvez la ranger dans un placard, ou alors vous pouvez vous dire que malheureusement vous aurez à sortir cette cartographie. Et je pense que vous aurez à la sortir dans le cadre de contrôle, puisque, je le disais en introduction, la charge de la preuve n'est pas clairement préconisée par les nouveaux textes, mais il y a fort à parier que l'administration, lors d'un contrôle, vous demande d'expliquer pourquoi vous considérez que vos flux ne sont soumis à aucune asymétrie. Et donc, vous aurez, là encore, à documenter l'intégralité de ces flux pour pouvoir préparer le contrôle. Et j'insiste un peu sur ce point-là, mais le focus le plus important sera sans doute sur les hybrides importés, qui est une notion qui générera de l'insécurité juridique, c'est une certitude. Deuxième point, un peu plus positif, qui vous enlèvera peut-être pas de fardeau, mais en tout cas qui vous donnera l'oreille attentive de votre CFO, c'est de peut-être tirer les conséquences de ces nouveaux textes pour le passé. C'est assez étonnant, mais les textes anti-hybrides abrogent la règle de l'imposition minimale, et c'est assez rare pour le noter. Dans l'exposé des motifs de l'article 45, il est écrit que cette disposition, en parlant de l'ancien article 212.1b de l'imposition minimale, est, du fait de ses modalités d'application, susceptible d'être regardée comme une restriction disproportionnée aux libertés de circulation européenne. On n'en demandait pas tant, on était d'ailleurs tous à peu près d'accord pour dire qu'il y avait un sujet. Ce sujet est cristallisé ici un peu plus et nous permet d'envisager à la fois de contester les redressements en cours, si jamais vous en avez, sur ce fondement, en disant simplement que la règle ancienne de l'imposition minimale n'est pas conforme au droit européen, et peut-être aussi, pour certains d'entre vous, de déposer une réclamation à raison des intérêts que vous auriez spontanément réintégrés sur la base de ce texte, en arguant là encore de son incompatibilité avec le droit européen. Dernier point pour conclure, et pour tirer des conséquences, j'espère, un peu plus positives, je paraphraserai Antoine Morterol qui nous disait ça, la personne qui s'occupe de notre comité technique. Est-ce que ce texte ne serait pas le grand retour des paradis fiscaux ? Effectivement, c'est un texte qui est complexe, mais qui, de ce fait, a priori, permet de faire échapper complètement les structures, en tout cas sur cette base-là, les structures où vous avez une entité qui, par sa nature même, est exonérée d'impôts. Dans l'exemple 1 que je vous propose ici, qui est assez basique, où la France paye un revenu d'intérêt à un État qui est à une entité qui est dans un État faiblement imposé, eh bien, a priori, ces nouveaux textes ne seront pas limitatifs du droit à déduire pour la France. Dans des situations un peu plus complexes, dans l'exemple numéro 2, où l'entité qui est créancière de la France et qui reçoit des intérêts pourrait bénéficier d'une déduction notionnelle, là encore, cette déduction notionnelle, dès lors qu'elle n'est pas liée au paiement qui est reçu, mais qu'elle est liée à l'entité elle-même ou à sa structure, a priori, ne serait pas soumise à ces nouveaux textes. Voilà, j'espère que je ne vous ai pas trop fatigué et je laisse désormais la parole à Vanessa qui va vous présenter les mesures de TVA.